je pense qu'il y a un lien art, science, psychanalyse, que pour la psychanalyse, l'opéra, le chant lyrique, la musique, la création musicale, même l'interprétation, l'improvisation est comme une métaphore du travail psychanalytique. C'est-à-dire que dans la psychanalyse, il faut une certaine créativité, il faut une synchronie, il faut une improvisation. Et je pense que là, les registres de la créativité dans la culture, par exemple dans l'opéra, registre de la créativité dans les sciences et registre de la créativité du sujet par rapport à son propre destin peuvent être mis en parallèle. On avait parlé déjà de la relation qu'il pouvait y avoir entre l'interprétation du chanteur par rapport à son personnage, et donc le travail que pouvait faire le metteur en scène autour du personnage, et on se rendait compte que au fur et à mesure des années et du travail que j'ai pu faire avec certains metteurs en scène, que plus le metteur en scène était capable de développer véritablement avec le chanteur une réflexion sur son personnage, évidemment à l'intérieur de l'œuvre, etc., plus l'interprétation pouvait être bouleversée, tellement bouleversée d'ailleurs que certains chanteurs n'hésitent pas à dire que après être passés par le travail avec un metteur en scène en particulier, ils ont été nourris bien sûr de cette œuvre-là, mais ils ont pu ensuite utiliser ce travail, ce qu'ils ont fait avec ce metteur en scène, ils ont même pu l'utiliser à travers d'autres œuvres, comme si au fond, pas faire une caricature sur leur relation avec le psychanalyse, mais c'est intéressant de voir que certaines relations, en général assez intimes, parce que on va dans l'intimité assez rapidement, quand un metteur en scène et un chanteur s'entendent très bien, cette intimité se développe très vite, et c'est intéressant de voir que même dans certaines œuvres qui n'ont absolument rien à voir avec l'œuvre qui a été travaillée, eh bien le chanteur peut être nourri pour découvrir un personnage complètement différent dans une autre œuvre. Oui, là, au fond, on peut dire que le chanteur, il a quelque chose qui est inscrit dans son métier, dans son expérience, dans son ensemble de traces, diachroniquement, enfin, en même temps construites, mais qu'avec un metteur en scène, il y a une réinterprétation, une réassociation, une transformation sur cette base-là, dans la synchronie de ce qui est fabriqué autour d'une œuvre. Finalement, oui. Surtout à travers le texte, parce que beaucoup de chanteurs, bizarrement, ne tiennent pas tellement compte du texte, mais sont surtout beaucoup plus obnubilés par la musique, et donc par leur qualité vocale, et donc pour développer cette qualité vocale. Et très souvent, si le metteur en scène n'est pas à la hauteur, c'est-à-dire s'il n'est pas capable d'étudier, de rendre clair un texte d'un livret, on se rend compte que souvent que le chanteur passe à côté. Il passe à côté parce qu'il interprète musicalement ce qu'il doit, donc il restitue d'une certaine manière le mieux possible la musique, mais il passe à côté sa capacité, à travers le texte, de la compréhension du texte qui va amener la musique. C'est pour ça que juste un petit exemple, Patrice Chéreau, quand il répète un opéra, cherche à rester autour d'une table comme celle-là avec les chanteurs pendant une semaine pour lire simplement le texte. Et les convaincre vraiment d'interpréter, d'entrer à l'intérieur du texte, comme si ce texte allait les nourrir pour l'interprétation. Et ensuite, évidemment, à partir de cette connaissance du texte, il va pouvoir travailler avec eux sur l'interprétation de ce texte, et ensuite, je dirais presque naturellement, ils vont pouvoir ensuite s'exprimer musicalement. Donc ce lien du texte est un lien qui renvoie évidemment. Oui, mais ça c'est tout à fait formidable, parce qu'en fait, on en avait parlé ensemble. La voix, c'est quelque chose d'énigmatique, déjà sur le plan physiologique, neuroscientifique, mais aussi psychanalytique et aussi lyrique. La voix, il y a une dimension inatteignable. Le chanteur de chant lyrique, comme le compositeur, essaye d'atteindre quelque chose d'inatteignable. Il faut que le trajet de la voix, qui fait le tour de ce qui est inatteignable, soit inscrit par quelque chose. Donc, inscrit par la musique, inscrit par le chef d'orchestre, et comme vous le dites, inscrit aussi par le texte et la mise en scène. Donc finalement, le chanteur va s'entendre différemment à partir du moment où il a été mis en scène d'une certaine manière par... Je crois que ce qui va être fondamental, c'est sa capacité à laisser de côté cette idée de restitution parfaite, évidemment qu'il ne l'est jamais, musicalement de ce qu'il croit être l'interprétation musicale. Et s'il est capable d'oublier
hein, comme quand on parle une langue étrangère et qu'on ne traduit plus, mais qu'on pense dans cette langue étrangère. Moi, je crois que s'il est capable véritablement d'oublier cette interprétation musicale, mais que nourri du texte et de la dramaturgie, il exprime son rôle musicalement, alors ça devient un tout et ça change complètement. Mais finalement, quand on parle, nous, ensemble, on a je ne sais pas, il y a des gens, quand ils sont un peu énervés, ils vont parler avec une voix beaucoup plus aiguë, ils vont se mettre à parler d'une façon plus... donc la voix, est évidemment, nous-mêmes, dans notre façon de parler, on a une façon de moduler notre voix. Le chanteur, c'est un peu la même chose. Donc lui, il est contraint par des notes, donc il a des références qu'il doit suivre, mais en même temps, il ne peut pas ne pas être influencé par le texte, par la situation, et même, je dirais, par son humeur du moment. Et finalement, c'est une recréation. Pour l'instant, c'est une recréation de l'œuvre. Et ça, c'est une formidable métaphore de la psychanalyse. Parce que finalement, le travail analytique, c'est ça qu'on fait. Les gens, ils viennent, ils racontent leur vie, ils racontent leurs histoires, ils parcourent le trajet de leur histoire, ils écrivent leur histoire. Finalement, dans la psychanalyse, il y a une dimension narrative qui bute sur quelque chose qui ne peut pas être dit, un au-delà de ce qui peut être dit. Et dans ce moment-là, il y a un point de bascule, un point de vertige, où justement, parce qu'ils ne peuvent pas dire, les gens réinventent différemment leur histoire. Et on peut dire qu'il y a un parallèle ou un point de vue commun sur la créativité. De même, et ça prolonge ce que vous êtes en train de dire, il y a certains chanteurs qui véritablement, au sens vrai du terme, ont une rencontre avec un rôle. C'est-à-dire que pour des raisons qui sont liées à leur histoire, qui sont liées à leur peut-être au moment, il y a tout d'un coup une rencontre extrêmement forte entre un rôle, et donc ils vont être capables d'incarner ce personnage et de le sublimer d'une certaine manière. Et ça, ils ne pourront pas forcément le refaire avec, même si ce sont des grands chanteurs, grands interprètes, ils n'auront pas forcément la capacité de renouveler ça à chaque fois. Ils pourront être magnifiques interprètes d'un rôle, puis d'un autre, puis d'un troisième, mais cette rencontre extrêmement rare entre un chanteur et un rôle particulier, c'est quelque chose de très, très intéressant et qui mériterait d'ailleurs d'essayer de comprendre le pourquoi. Parce que je pense que derrière tout ça, il y a évidemment sa propre histoire, mais il y a aussi, à travers le texte, à travers la musique, c'est pas seulement là le metteur en scène et le chef d'orchestre, je pense que ça peut aller encore plus loin. Oui, c'est assez stupéfiant, parce qu'on pourrait dire que c'est une sorte de transfert du chanteur sur le rôle, ou du personnage sur le chanteur. Comme s'il y avait le transfert, c'est la mise en acte de la réalité de l'inconscient, dans l'instant même de la cure analytique. Finalement, dans la cure analytique, on travaille sur l'instant. Et dans l'instant, il se passe quelque chose d'imprévisible. Et peut-être que le chanteur qui interprète un rôle fait un saut dans l'imprévisible. En tout cas, je ne peux pas m'aventurer sur notre terrain de la psychanalyse, mais je constate, moi, qu'au cours de ces 30 dernières années, j'ai véritablement eu parfois des chocs, ça m'est arrivé, d'avoir des chocs où véritablement un interprète qui avait eu une carrière, bonne carrière, tout d'un coup a une rencontre avec un rôle. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui m'a toujours beaucoup intrigué. Il faudrait pouvoir alors entrer en contact avec ce chanteur, cet artiste, pour essayer de découvrir avec lui les raisons de cette rencontre. Et je suis persuadé qu'on viendrait plutôt vers vous. Oui, on viendrait vers nous, mais pas tellement. Parce qu'au fond, ce qui est intéressant, le rapport entre art lyrique et psychanalyse, c'est pas tellement d'utiliser la psychanalyse pour déchiffrer l'œuvre d'art ou déchiffrer la position de l'artiste, ou même c'est pour apprendre quelque chose de cette situation extrême finalement qu'est l'interprétation sur une scène lyrique. Et dans ce moment-là, quelque chose est mobilisé, mis en acte chez le sujet qui dépasse à la fois le chanteur, le metteur en scène, le chef d'orchestre, et qui est un effet de surprise. Oui, tout à fait. Et à contrario, certains chanteurs qui ne se sentent pas bien dans un rôle, immédiatement vont considérer que le coupable, ou les coupables, sont le chef d'orchestre et le metteur en scène, et il arrive, à contrario de ce que nous pouvons dire, que certains chanteurs se sentent mal dans un rôle, se sentent mal avec un personnage, et même s'ils ont la qualité vocale, la tessiture pour interpréter le rôle, ils ne vont pas rencontrer ce rôle parce qu'ils seront sur la défensive et qu'ils ne voudront pas, d'une certaine manière, se laisser aller à l'interprétation. On connaît aussi le contraire. Ben oui, c'est une résistance au personnage. Finalement, comme on analyse, il y a une résistance qui peut avoir lieu. Bon, la différence entre l'analyse et l'interprétation lyrique, c'est que quand il y a une résistance en analyse, c'est très intéressant pour l'analyste et l'analysant, tandis que quand il y a une résistance de ce type sur la scène de la scala, c'est vraiment très intéressant. C'est plus embêtant, mais ça arrive, et ça peut arriver même avec des très
compositeur est un des très grands chanteurs. Oui, parce que finalement, toute interprétation, c'est une sorte de saut dans l'inconnu. Il y a une dimension de vertige, de ne pas savoir qu'est-ce qui va se produire. Surtout pour la prise de rôle, sur la prise de rôle. La première fois qu'un chanteur interprète un rôle, comme ce répertoire n'est pas immense et qu'il y a environ 90 à une centaine de titres, disons, on a du grand répertoire, et un chanteur va souvent refaire le même rôle. Et ensuite, ça fera l'objet d'une autre conversation, le fait de jouer, de reprendre un rôle pour la deuxième, la troisième ou la quatrième fois, va le faire entrer dans une sorte d'habitude, en général négative. Des habitudes négatives qu'il va prendre petit à petit, la paresse étant un des dons que nous avons développé tous plutôt mieux que l'on le pense. Cette paresse entraîne petit à petit le chanteur à avoir une façon un petit peu, l'ayant déjà interprété, considère qu'il le connaît, qu'il n'a plus grand chose à apprendre, etc. Et puis petit à petit la routine va s'installer. Et c'est souvent le cas. Et souvent les grands metteurs en scène, quand je leur propose des chanteurs, et un cast me dit souvent, est-ce que c'est la première fois qu'il va chanter leur rôle? Et pour eux, cette virginité est une des choses les plus importantes, car ils vont pouvoir entraîner le chanteur dans un monde qui sera véritablement le leur, sans être pollué par, au fond, tout ce qu'il aurait pu vivre avant éventuellement. Oui, mais en même temps, on peut dire que suivant la mise en scène, un chanteur qui a déjà une longue expérience dans la même interprétation peut faire une expérience de création, finalement, de nouveauté. Parce que il y a des gens curieux, il y a des gens qui ont toujours envie de découvrir, il y a des gens curieux, hein, mais c'est sûr que la prise de rôle, c'est quelque chose qui reste très fascinant. Oui, c'est ça. Mais bon, dans l'analyse, chaque séance est comme une prise de rôle. La séance est répétitive, c'est un dispositif répétitif, presque bureaucratique, la même heure, le même lieu, tout ça, pour que s'y produise de l'imprévu. C'est sur la base de la répétition que l'imprévu peut être capté comme tel. Je ne vous cache pas que chaque soir, l'imprévu est au rendez-vous à 8h quand le rideau se lève. Ce soir aussi. Sûrement. Surtout que c'est une première. Bon, moi je dirais que mon expérience, qui est plutôt celle d'un spectateur que d'un metteur en scène, d'être dans l'expérience du chant lyrique, le spectateur est aussi un interprète. Il est en position d'interprétation. C'est-à-dire qu'il prend une sorte de leçon d'écoute avec sa propre oreille, ses propres émotions. En fait, la mise en scène, le chant lyrique, l'orchestre joue du spectateur comme d'un instrument. Oui, alors il faut juste dire qu'il y a quand même 2000 spectateurs et qu'au fond il y a 2000 façons d'interpréter le spectacle. C'est ça qui est extraordinaire. C'est Valérie qui disait ça à l'opéra. Tout le monde entend le même opéra, et chacun différemment. C'est sûr, c'est l'expérience de l'unicité absolue dans une expérience collective. Oui, et c'est vrai pour le théâtre également, hein, mais pour l'opéra c'est assez fascinant. C'est assez fascinant. Au fond, moi qui suis de l'autre côté et qui essaye donc de provoquer cette représentation le soir, je cherche un pont, au fond, entre la salle et la scène. Et ce pont, que j'essaie de tracer, il va parler des émotions, de la réflexion, il va provoquer, il va interroger le public, mais la chose principale et la chose fondamentale pour cette représentation, c'est que ce fil ne soit pas rompu. Il faut chercher à garder ce fil pour que véritablement le spectateur et la scène vers le spectateur, ce pont soit véritablement toujours en éveil. Et parce que le spectateur porte aussi la scène. Absolument. Finalement, il est actif. Il est très actif. Dans la création de l'œuvre. Et c'est une erreur de penser justement qu'on a 2000 personnes passives devant des chanteurs et devant un orchestre actif. C'est véritablement une communion et donc on a besoin de cette empathie, je dirais. Avec Pierre Magistretti, on a fait ce qu'on appelait des leçons d'écoute, où une cantatrice interprète de différentes manières le même fragment, avec des émotions différentes, sans déclarer à l'avance, et ensuite on demande aux gens qu'est-ce qu'ils ont entendu. Et c'est étonnant parce que les émotions sont assez partagées, mais les représentations sont chaque fois uniques. Et chacun prête sa représentation, comme dans le symbolique, chacun prête la part à lui de la construction de l'œuvre. Et c'est sûrement un des points les plus complexes
à comprendre, à définir cette relation étrange entre la scène et la salle. Hein. C'est vraiment quelque chose de très étrange. L'opéra, contrairement au théâtre, va subir, en plus, être pénalisé d'une certaine façon par la fausse d'orchestre. Car n'oublions pas qu'au théâtre, la scène va être liée au spectateur, alors que dans l'opéra, il va y avoir entre la scène et le public une fausse d'orchestre. Donc il y a un trou qui est là. Et ce trou, pour moi, raconte beaucoup plus de choses qu'on ne le croit. D'abord, pour prendre un exemple très simple, il diffuse de la lumière. Et donc, en diffusant de la lumière, il modifie déjà ce que vous voyez sur la scène. Hein, parce que la lumière de cette fosse va modifier. Il n'y a qu'à Bayreuth, tout l'orchestre est complètement recouvert, où là, effectivement, la représentation. C'est intéressant de penser qu'au-delà du thème de l'acoustique, Richard Wagner avait aussi imaginé donc qu'en ayant fermé intégralement cette fosse d'orchestre, eh bien, le spectateur était en direct avec la scène. Il n'y avait pas d'intermédiaire. Car d'une certaine manière, pour moi, la fosse d'orchestre est une sorte d'intermédiaire qui pourrait imaginer quelle serait la relation entre une scène et un public sans intermédiaire. Oui, il me semble que l'intermédiaire est fondamental parce qu'en soustrayant quelque chose, ça met justement le spectateur en position d'interprète. S'il n'y a pas de trou, s'il n'y a pas de soustraction, il y a le risque qu'il soit finalement dans une trop impressionné, impressionné au sens propre du terme. Oui. De soi, il est marqué, il est trop marqué. Mais c'est un élément important. C'est magnifique la définition de la fausse d'orchestre comme soustraction, comme trou. Juste une dernière notion, peut-être avant que madame. Il y a aussi, si vous permettez, la notion de temps, je pense, dans l'œuvre lyrique qui distingue aussi le théâtre ou le film. Est-ce que vous pouvez parler aussi un petit peu de cette notion de temps? Quelle est longue quand même, n'est-ce pas? La différence, évidemment, la différence, c'est que la différence entre le théâtre et l'opéra, c'est que pour le metteur en scène du théâtre, la notion de temps n'existe pas. Il peut gérer absolument le temps comme il le souhaite, et donc il peut faire interpréter les 3 sœurs de Tchekhov comme il le souhaite, avec la durée, avec les silences qu'il souhaite, etc. Dans la musique, ce n'est pas le cas. Dans la musique, dans l'opéra, partition, le chef d'orchestre va suivre cette partition, il va l'interpréter également avec des tempi plus lents, plus rapides, mais enfin, il va rester à l'intérieur d'un cadre qui est le cadre défini par le compositeur. Et ce qui fait la grande difficulté de l'opéra par rapport au théâtre, c'est d'abord qu'il y a 2 protagonistes, il y a le chef d'orchestre et il y a le metteur en scène, mais le metteur en scène, lui, n'a pas à sa disposition la même liberté que le metteur en scène du théâtre. Il va donc être obligé de suivre exactement la durée de l'ouvrage sans pouvoir arrêter le temps, et donc il va avoir cette contrainte. Et cette contrainte, j'ai toujours pensé que le monde de l'opéra avait réglé cette contrainte à travers le décor. Et c'est finalement souvent à l'opéra le décor qui permet d'une certaine façon un petit escamotage par rapport à la notion de temps qu'on donne aux spectateurs dans la salle. Je pense que c'est un élément assez complexe aussi, celui-là, mais je suis convaincu que certains metteurs en scène ont résolu, ou en tout cas ont réagi sur la notion du temps par rapport à l'opéra. En général, ce sont des hommes qui viennent du théâtre, donc ils ont évidemment cette faculté d'analyser un petit peu la différence entre ces deux arts. Et je crois que c'est beaucoup plus difficile de faire de l'opéra pour un metteur en scène de théâtre que de faire du théâtre, ils le disent tous. Et donc ils cherchent évidemment un certain nombre de moyens pour essayer de contourner cet obstacle, appelons-le plutôt cette obligation qu'ils ont. Hein, c'est un paramètre dans lequel on ne peut pas jouer. Et donc je pense que c'est une chose qu'on le voit souvent. Et c'est pour ça que la relation entre le chef et le metteur en scène sont très très importantes. C'est extraordinaire parce que finalement, ça veut dire que c'est un dispositif qui contraint, mais qui en même temps ouvre à la synchronie. C'est-à-dire que quelque chose se passe de façon synchronique. Parce que finalement, tout changement, tout surgissement, il est synchronique. Il ne peut pas être calculé diachroniquement, parce que diachroniquement, dans le temps, on a toujours une rétrospection. Alors évidemment, après on dit ceci a précédé cela. Parce que comme en psychanalyse, on risque d'être spécialiste de l'édition du passé. Il a fait une dépression après. C'est-à-dire que là, il y a vraiment tout l'enjeu d'une contrainte
très lourde qui permet une création dans la synchronie. Et l'espace ne résout pas tout, mais l'espace est un complice du metteur en scène. On traite la question du temps par l'espace. On s'en sert, On s'en sert. on l'utilise.